Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les mouvements de résistance sont apparus non seulement sur le plateau du Vercors, ce qui est aujourd'hui bien connu, mais aussi dans toutes les petites vallées adjacentes ou dans les villages de la périphérie. La vallée de la Gervanne, qui est une des voies d'accès au Vercors par le sud, en est un très bon exemple. Là, la population locale, aussi bien que des réfugiés nombreux, n'ont pas tardé à entrer en rébellion alors que le cours de l'histoire était désastreux pour la France. C'est même sur une hauteur qui domine la Gervanne, la ferme d'Ambel, que s'est installé le premier maquis de France. On voulait que la France reste la France, voilà. On était profondément français, dans l'âme. Et c'est ce qui les a motivés spontanément. Tous, spontanément, oui. Voilà. On était tous prêts, sans savoir exactement ce que ça représentait, mais prêts à donner sa vie pour la France. Beaufort a donné, tous ces jeunes sont partis. Morin a eu la compagnie la plus importante de la résistance. Hein. Pourquoi? Parce que Gigord, Beaufort, Montant, tous les villages autour ont tous donné des hommes. Ils étaient là. C'était des gens qui se laissaient pas faire. Oui, voilà. La paix revenue, un adolescent du pays, Mathias Mathieu, s'est passionné pour le courage de ceux qui ont pris les armes. Des dizaines d'années durant, il a recueilli témoignages et objets de la période, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans un accident. Alors, sa famille a pris la relève. Et il en résulte aujourd'hui un musée qui porte témoignage à la fois de cette longue enquête et du courage de gens simples mais fermes dans leurs convictions, dont, sans ce travail, on aurait oublié les noms. On n'est pas géographiquement dans le Vercors. Le Vercors, il est à 4 km à vol d'oiseau. Mais on est dans cette culture d'accueil des montagnards qui facilite l'accès à la personne qui est perdue dans la montagne, dans sa maison. On sait que Aiguilly, Beaufort, Lauseron, il y a des Juifs qui sont... Il y a cette qualité locale des gens qui vivent ici, d'accueillir et d'ouvrir sa porte à des gens qui sont dans la difficulté. Par des protestants et francs-maçons d'ailleurs, par le monsieur Xueref, qui était l'un des enfants de Madame Cassignard à Gigord-Lauseron. Et c'est comme ça que nous avons atterri à Lauseron, où nous sommes restés jusqu'en août 1944. Donc les gens qui veulent, après avoir fait généralement les chantiers de jeunesse, hein, on n'a pas parlé des structures que Pétain a mises en place, enfin il en met en place un certain nombre, et bien effectivement, le STO, les gens vont venir se cacher ici. Alors, les locaux, naturellement, déjà ils se cachent parce qu'on est relativement loin de l'ennemi, une gendarmerie qui est relativement, compréhensive. Pardon? Je dis compréhensive. Compréhensive, oui. Bon, la garde aussi. Mais donc, il y a un accueil et les gens vont venir s'installer ici. Alors, ils se cachent dans des fermes, ils ne vont pas forcément rester au cœur du village, bien qu'il y en ait eu certains qui vivaient dans le village. Et ils vont être
tous ces jeunes le creuset dans lequel vont puiser les maquis pour s'alimenter en quelque sorte en hommes et grossir les effectifs. À savoir la ferme d'Ambel, dont on sait que début 1943, eh bien, les premiers maquisards vont venir se cacher venant de la région de Saint-Jean-Royan, et puis l'armée secrète qui va venir se mettre en place à proximité de Cambouvin, dans la plaine des Marquets, notamment avec Barbu, Marcel Barbu. Marcel Barbu, effectivement, qui va vouloir soustraire son personnel au STO et va envoyer ces gens là-bas. Là, ça se structure autour de personnes qui sont généralement des intellectuels, on va le voir avec le lieutenant Prunet Michel dans le maquis, et puis d'anciens militaires, mais tout ça se structure tout doucement à partir de 1943, et on le voit, on est tout à fait autour de la Gervanne, où de nombreux maquis vont venir s'installer. Mais au fond, comment est-ce que tu expliques? Est-ce que c'est la géographie? Est-ce que c'est le tempérament des gens? Est-ce que stratégiquement, vraiment, cette région était particulièrement importante? Comment est-ce que tu expliques? Il y a un peu les trois, en fait. Il y a un peu les trois. À savoir que c'est une région accueillante, la première raison. La seconde, c'est effectivement que le terrain, je dirais, la nature, la campagne, pas très dur l'hiver, mais on a la possibilité facilement de se cacher dans les fermes. La troisième raison, elle est effectivement stratégique, puisqu'on sait l'importance que le Vercors doit jouer dans la libération de la France. Globalement, au moment du débarquement qui va s'opérer le 15 août en Provence, eh bien, les maquis du Vercors vont être mobilisés pour prendre en étau les Allemands. Et là, on s'aperçoit de l'importance stratégique, ce qui est le troisième point. On a ici une photo d'époque. Là, il s'agit d'un facsimilé, mais prise à un moment où une personne sabote un rail d'une voie de chemin de fer. Ici, du cordon détonnant. Le type de rail, eh bien, les rails typiques, voilà ce que de l'explosif peut faire sauter. Et on a ici le fameux appareil que l'on voit dans tous les films qui permet de mettre c'est un système électrique. Les couverts ici sont issus d'un sabotage qui a été ressenti très fortement dans la vallée. C'est le sabotage de la ligne Briançon-Livron. Un train de permissionnaires allemands a déraillé et il y a eu un certain nombre de morts, si bien que les Allemands, 2-3 jours après, sont revenus dans la région d'Espenel, de Pontet, de Vercheny, et pour un mort ont pris 3 habitants de ces régions-là, de cette région-là, et qu'ils ont soit exécutés, soit déportés. Ce qui faisait que les gens n'étaient pas très favorables à ce que se passe autour de chez eux des opérations comme celle-là. Malgré sa nomination par le gouvernement de Vichy, le maire de Beaufort-sur-Gervanne, Henri Morin, va s'imposer comme chef d'une compagnie grâce à sa capacité à rassembler et à organiser. Le 6 juin, 200 personnes sur la place du village, rassemblées par Alloy. Et on ne peut pas en garder 200. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a que 80 ou moins d'une centaine d'armes. Donc ils vont retourner chez eux la plupart. Et puis les armes arrivent. Et très rapidement, 2-3 jours après, ça va regrossir, ça va revenir. Alors ils vont revenir. La photo que vous avez vue à l'entrée, elle date du 10 ou 11 juin, 4-5 jours après. Et on les voit, ils sont déjà en armes. Mais c'est pas le 6 juin. Une observation, à la fin du mois d'août, il y a pratiquement 150 à 200 personnes qui ont rejoint la compagnie Morin. À ton avis, dans cette vallée qui aujourd'hui a 1000-1200 habitants pour faire une approximation, il y a combien de résistants à ce moment-là? Considérant le nombre de compagnies et le nombre de personnes qu'il y a par compagnie, on peut considérer que dans la vallée et autour, il y a environ 1500 autour de 1500 personnes. Le Vercors était éloigné des zones de combat majeures, mais suffisamment proche pour servir de réservoir d'hommes pour des attaques ponctuelles.
Pendant un temps, l'état-major allié a même pensé à en faire une base arrière pour sa propre aviation. Il va y avoir des combats. Ah, important, oui, tout à fait. Il faut savoir que déjà le 6 juin, il y a un événement important qui va se produire au cimetière. Le 6 juin, on est en 44, au cimetière de Cré. Bon, le 6 juin, et c'est d'ailleurs le jour de la mobilisation de l'ensemble des compagnies. Il faut savoir que toutes les compagnies qui appartiennent au bataillon de la Drôme, la structure de ces unités, elle va se mettre en place petit à petit. Rien ne se fait du jour au lendemain. Encore que pour la compagnie Morin, l'exemple, c'est un contre-exemple. La compagnie, du jour au lendemain, va être créée. Alors, il y a je reviens au 6 juin, là il y a un ordre de mobilisation qui correspond, qui émane de Londres, et qui correspond au débarquement en Normandie. À partir de là, les Allemands sont parfaitement bien renseignés et ils savent très bien que le Vercors est une forteresse sur laquelle résident des maquisards, ainsi que les contreforts du Vercors. Quelques jours après la mise en place après le 6 juin, le 22 précisément, ils vont bombarder déjà les villages de la vallée. Donc le 22, ils vont rebombarder ces mêmes villages, pas tous, mais il y a Plante de Baie qui va malheureusement subir un nombre de victimes important, puisqu'une bombe va tomber sur une maison et va tuer 7 personnes dans la même famille. Il y a eu 7 morts, et à ce moment-là, mon père, étant donné qu'il avait fait la dictature, il savait ce que c'était la guerre et les bombardements, alors il nous avait dit à 7 h du matin, sortez vite du lit et on va se cacher dans les buis. Et vous avez vu la destruction ou simplement c'est plusieurs jours? Si, j'ai vu quand l'avion est remonté de Beaufort la seconde fois, j'ai vu les 2 bombes qui se détachaient de l'avion et il était à 60 mètres de hauteur de la maison et j'ai vu, quand il a eu passé, les 2 bombes ont éclaté et la maison est montée peut-être à 300 mètres de haut, les tuiles, les débris. Là, je vous dis, vraiment, ça m'a marqué. Beaufort, les gens sont partis, et puis il y a un peu de chance parce qu'on se cache dans les caves, mais également Cambouvin sera bombardé, Cobonne, Gigor, bien sûr. Voilà. Donc 22-28 juin, là, on est sur des bombardements. Le 28 juin 1944, un bombardier allemand s'écrase à proximité de Gigor, une commune de la Gervanne. Ce que les résistants trouveront à l'intérieur confirme, hélas, l'ampleur de l'information que l'ennemi possède sur les positions résistantes. Sabatier, qui est un des chefs de section de la compagnie Morin, va trouver sur un personnage qui n'a rien à faire théoriquement dans l'avion, une carte. Et cette carte, eh bien, elle donne la position de tous les maquis dans la région de la Gervanne jusqu'aux limites du Vercors et la Raille, si tu veux, toute cette partie là, qui représente une surface relativement importante. Moi j'ai assisté une fois à une conversation entre des grands, je ne me rappelle plus qui, il y avait mon frère, puis des jeunes, et il y a un Marseillais qui arrive, un de leurs amis, mais qui avait été ici, enfin ils le connaissaient. Il leur dit, mais regardez ce que j'ai reçu, moi. C'est de la milice française qui crée un mouvement, et avec la francisque, bleu, blanc, rouge, vous voyez, les trucs, et on est payé, on touche tant par mois, c'était pour ici, c'était fabuleux. Et on est logé, nourri, habillé, avec le fusil, et on défend la France. Mais il y en a un ici qui hésitait, et vous vous rendez compte, c'était la milice. Une période trouble où il y en a qui se sont fait avoir comme ça, qui se sont fait avoir, qui n'étaient pas plus collaborateurs que nous, mais ils se sont fait avoir par l'argent, la situation. Dans les campagnes, ils n'avaient pas de situation. Et il y en a un autre qui lui dit, mais moi je rentre dans le maquis. Mais t'es payé combien dans le maquis? Ah ben non, on ne touche rien, on est bien, viens avec nous dans le maquis. Finalement, personne n'est parti dans la milice, heureusement, ils sont plus ou moins allés dans le maquis.
Mais vous vous rendez compte que ce jeune aurait pu choisir la milice et après être fusillé ou assassin. C'est épouvantable cette période. Oui. C'était trouble parce que on racontait, bon, Pétain c'était le sauveur, d'autres Pétain c'était un assassin, c'était... Puis quoi trier quand vous êtes jeune là-dedans, quand vous êtes en Blaise? Il y avait quand même des gens qui étaient restés du côté du Vichy. Il y avait des gens qui restaient du côté de la milice. Il y avait des gens de l'autre bord quand même. Est-ce qu'on en a une idée? Bon, il faut savoir que les gens, d'abord, c'est quelque chose qui n'était pas très... dont on parlait pas facilement, évidemment. Je pense, d'après ce que j'ai, moi, personnellement, évoqué avec Mathias, qui, lui, avait une compétence beaucoup plus élaborée que la mienne, hein. Mais ce que j'ai pu évoquer avec d'anciens maquisards, que j'ai aussi fréquenté dans un cadre professionnel aussi d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait eu vraiment des gens qui aient véritablement collaboré. On parle plutôt de gens qui auraient éventuellement trop parlé. Ici, on a deux vitrines de matériel qui ont été données à Mathias, soit par les maquisards eux-mêmes, soit par leur famille, ou d'objets qui ont été trouvés lors de fouilles. Alors on y voit des armes, on y voit de l'artisanat qui était fait lorsque ces personnes étaient en attente de combat, souvent, ou de mission. Et il y a une chose un peu particulière que je peux vous présenter, si vous voulez, c'est un appareil photo. Alors il s'agit d'un appareil photo Kodak tout à fait classique, à souffler. Alors pourquoi il est original? Parce qu'il faut savoir qu'il y avait très peu d'appareils photo et que souvent ils ont fait des campagnes complètes. Là il s'agit de l'appareil de Nizinski, qui était d'ailleurs un travailleur étranger qui a intégré la compagnie Morin. Et lui a couvert quasiment tout ce qui s'est passé sur la vallée de la Gervanne, notamment l'embuscade et la destruction du pont de la Scie, par la compagnie Morin, jusqu'en Maurienne et en Alsace. Et une autre personne, en l'occurrence Malval, lui a plutôt couvert la Maurienne, l'Alsace et surtout l'Autriche. Mathias a une documentation iconographique qui lui a été donnée par Malval, qui est relativement importante, sur tout le déplacement jusqu'à Vienne et la vie à Vienne. Qu'est-ce qui va faire que Mathias se passionne pour cette affaire? Au départ, c'est un jeu d'enfant. Hein. Évidemment, Mathias, il a 7 ans. Alors nous, on ne vit pas là, on vit à Briançon à cette époque-là, mais on a cette maison dans laquelle on est aujourd'hui, dont on a hérité, et on vient naturellement passer nos vacances ici. On a Cathy et moi, et Mathias, plus tard, une attache profonde à notre village, nos racines. Bon. Donc, on vient régulièrement passer nos vacances ici, et Mathias, va rencontrer un petit peu son arrière-grand-mère, qui a connu les bombardements, et mon oncle. Il se trouve que mon beau-père lui en parle aussi, et ça l'intéresse au départ, comme tout enfant, parce qu'on lui raconte des histoires, et il va tomber là-dedans. Un jour, on était au plus du canal à Lyon, il a 7 ans, et il veut acheter un casque comme ça. Alors je lui dis, écoute Mathias, demande à la personne qui vend le casque, et le monsieur se retourne, et Mathias va le voir, il dit, monsieur, vous pouvez me dire, ou tu peux me dire combien coûte le casque? Et le monsieur se retourne, il dit, à qui est cet enfant?
Alors on lève la main discrètement, il dit dites-lui vite de s'arrêter parce que si aujourd'hui il achetait ce casque, ça va lui durer toute sa vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au départ, c'est la collection. Un enfant qui s'intéresse aux histoires, il collectionne, il retrouve des objets dans les greniers de la famille, et puis plus il grandit, il s'enhardit, il va voir les gens du village, il connaît beaucoup de monde, qui lui raconte un petit peu, qui parle presque plus à Mathias qu'ils ne parlent à leurs propres enfants, ou qu'ils ont parlé à leurs propres enfants, ou à leurs petits-enfants. Et à partir de là, eh bien, la collection grossit, et puis d'une simple collection, eh bien, ça va devenir quelque chose qui, au bout on va dire, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, va devenir un petit musée, quoi, qui est tout à fait privé, même si on a l'occasion de le montrer à une ou deux classes, et puis des anciens qui aiment bien passer. Voilà. Là, c'est le premier pas. La deuxième pas, je dirais, qu'au-delà de la collection, qui s'enrichit toujours, d'ailleurs, jusqu'à son accident, Mathias, alors qu'il aura vécu à la Martinique, en Angleterre, ailleurs, et au Pérou, donc, eh bien, il continue à collectionner. Alors, il collectionne parce que sur Internet, eh bien, il recherche des objets, des choses comme ça, où il me dit, papa, va ici, va là, parce que j'ai une info, etc. Bon, voilà, je l'aide autant que faire se peut. Et au niveau, après, des témoignages, eh bien, avec l'âge, je le disais, il s'enhardit, il a la chance de retrouver pendant 3 jours, il a à peu près 15, 16, 17 ans à ce moment-là, la compagnie Morin, l'amicale qui vient à Briançon dans le cadre de la journée des anciens qu'organise le 159e régiment d'infanterie alpine. Et il va recueillir suffisamment d'éléments pour, à un moment donné, se dire, bon, maintenant, c'est un cap pour moi. Il ne réfléchit peut-être pas tout à fait comme ça, mais ça vient progressivement. Et eh bien, il faut que je fasse un livre pour garder la mémoire de ces jeunes qui sont partis se battre pour la liberté. Et 2, eh bien, ce musée, là, il a dit très jeune déjà, mais il a plutôt une vingtaine d'années, là, déjà 20, 25 ans, il veut que ce musée ne reste pas un truc privé qu'il adore. Il adore être dans son musée, c'est quelque chose, on sent bien que ça le tient au cœur, mais il veut le rendre accessible au public. Part au Pérou dans un cadre purement professionnel. Malheureusement, il n'aura pas le temps ni d'achever son livre, ni de faire ce musée. Mais je sais qu'il voulait et l'un et l'autre. Donc, c'est la norme, c'est les enfants qui héritent des parents. Et là, c'est avec Cathy, mon épouse, donc nous avons hérité de notre enfant, mais je n'avais pas le droit, et pour moi ça a été salvateur un petit peu, mais je n'avais pas le droit de laisser ça dans les tiroirs. Donc je me suis employé à le faire, aussi bien que j'ai pu le faire, parce que j'étais aussi un homme convaincu de ce que pensait Mathias. Le souvenir de ses anciens, garder la mémoire, parce qu'il y a une philosophie derrière tout ça, évidemment. Pas l'enfant qui a 7 ans, mais celui qui en a 18, et a fortiori plus tard à 25 et 30 et plus, eh bien, il y a cette volonté de montrer l'absurdité, la stupidité de la guerre. Les égos de ces hommes politiques qui, d'ailleurs élus souvent par le peuple, c'est ça qui est triste à dire, mais provoquent des guerres. Bon, et alors qu'on n'a pas de haine particulière contre, et encore moins maintenant, heureusement, la paix est faite, on a vu Mitterrand avec Kohl se serrer la main, on a vu, c'était un grand symbole, mais c'est ça qui est important. Le musée, c'est bien, c'est du matériel, on voit des choses intéressantes d'une autre époque, mais ce qui est important dans tout ça, c'est la mémoire, c'est
de le montrer aux jeunes générations. Moi, je ne suis jamais plus content que lorsque je reçois des enfants ici pour pouvoir leur tenir ce discours, parce que ce sont des grains de sable, mais plusieurs grains de sable peuvent faire des dunes, et il faut montrer que toute la tragédie que les guerres génèrent, eh bien, si chacun peut apporter son grain de sable pour qu'elles ne se reproduisent pas, eh bien, c'est gagné. Et c'était la volonté profonde de Mathias. En montant sa contre-offensive, le maréchal von Rundstedt a mis en pratique la formule de Napoléon. La fortification permanente est l'art de gagner du temps. Mais la contre-offensive du maréchal échoue et les taux se resserrent. L'Allemagne du Nord, du Centre est arrosée de bombes. Berlin est en flammes. Les services de la colossale chancellerie du Reich sont évacués dans les souterrains. Le 30 janvier 1945, Hitler s'adresse à son peuple. C'est le dernier discours officiel qu'il prononce. Visiblement, le Führer l'a prononcé dans un blockhaus. La voix a une résonance particulière. Une fois encore, l'hymne allemand retentit avec force, avec une majesté qui semble défier tous les périls. Les Nibelungen s'enfoncent dans leur univers de flammes.